Yo les gars, on se retrouve pour la preview Portugal-France, une affiche de finale, hein. On va pas se le cacher quand même là, on avait parlé avec Recoba et Jordan de ce Belgique-France. C'était déjà une affiche qui était potentiellement une finale. Donc là, on va se retrouver encore avec une plus grosse affiche. Vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi je n'ai pas de décor derrière moi. En fait, c'est une folie. En fait, je travaille du coup dans ma ville natale à Forbach, donc pas à Nancy pour mes études. Je voulais faire ça chez mon père, mais en fait, il a une co de merde. Il veut pas mettre la fibre, je sais pas pourquoi. Du coup, je me retrouve chez ma cousine avec un fond, un clic-clac et un fond blanc. Mais j'ai trois invités de prestige, donc ça va faire le taf. Jordan, pour la 19e fois en quelques jours, comment vas-tu? Ouais, ça va toujours, toujours prêt. Et encore un match de fou à faire la preview. Alors, on se répète tout le temps, hein, mais très heureux de reparler avec vous, les gars. Faudra lui mettre une Recoba, bonne vieille photo de Pedri à côté. Pedri? Pedri, tu sais, le Pedri fatigué qui a joué Ah, 80 Ah matchs ouais, dans la saison. voilà, on enchaîne trop là. pas mal. Du coup, Recoba, habitué, le représentant de l'équipe de France. Pour l'instant, je te dis toujours, on se retrouve au prochain tour. Ben, t'es encore là, quoi. Ouais, je suis content d'être là. C'était pas évident contre la Belgique. On a pas mal sué, mais content d'être là. Et là, ça va être un nouveau gros. On le savait. On va tomber sur pas mal de gros. Si on passe, ce sera l'Allemagne ou l'Espagne. On va espérer pouvoir jouer ce match, mais ça va être difficile. Et puis, historiquement, les France-Portugal sont toujours très, très, très serrés. Donc, une fois de plus, à mon avis, on va se serrer les fesses. Et là, vous vous dites pourquoi il n'y a pas Ben? Ben, en fait, il y a Alexandre. C'est un supporter du coup de la Seleção, portugais aussi. Donc, bienvenue à toi et merci pour ta présence. Franchement, ça fait plaisir de t'avoir. Et bah, déjà, tu peux dire est-ce que ça va? Ça va. Merci les gars de votre invitation. Très content d'être ici pour parler de ce match historique, de cette rivalité sportive qu'il y a souvent entre la France et le Portugal. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Et du coup, peut-être les personnes ne te connaissent pas. Donc, si tu veux un peu te présenter ce que tu fais sur les réseaux sociaux, si tu as des comptes pro, tu m'en as parlé avec Golaçao. Donc, à toi de me dire, comme ça, tu peux faire ta petite pub. C'est toujours sympa. Ouais, on tient un compte avec des amis qui s'appelle Golaço TV qui parle de l'ensemble du foot portugais. Voilà, il y a des podcasts, des vidéos YouTube après match. On parle de la sélection, bien évidemment. Voilà, on parle de la sélection, des clubs, pas que des trois gros. On parle vraiment de tous les clubs portugais, des dirigeants sportifs, des entraîneurs, des jeunes joueurs, des révélations, de la D2 portugaise. Voilà, on englobe un peu tout ça. Donc voilà, on parle de football portugais essentiellement toutes les semaines. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter et notre site Golaço TV. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par le football portugais. Vous aurez de quoi faire avec nous. Un compte complet qu'on mettra en description, hein. Ça, je le fais toujours, même pour toi, Recoba. Tu as ton Twitter non, ou ton YouTube, je sais plus ce que je mets, mais toujours en description. Toi, Jordan, bon, on va pas se le cacher, tu es là pour Football Moi, Day, je suis donc là. tu n'as pas de lien. Bon, on va lancer les hostilités. On va commencer par l'équipe de France. Cette qualification, vraiment à ça, hein. À ça, hein, tu le vois bien, à ça, contre la Belgique. Sur un but, on ne sait pas trop si c'est Kolo Muani, s'il a voulu frapper, s'il a voulu centrer. Même lui, je pense qu'il ne le savait pas au vu de sa célébration. Donc, Recoba, qu'est-ce que tu as pensé de ce match France-Belgique? Bah, le truc, c'est que Colomboigny, au départ, moi, je pensais que c'était une frappe qui était contrée, mais qui était cadrée. Mais au final, j'ai l'impression il avait envie de centrer. J'ai Il a dit qu'il l'impression. avait envie de sortir. Il a dit. Hein. Ah ouais, ok, bon, bah voilà, tu vois, comme quoi. Ouais, non, mais je pensais que c'était une frappe, mais au final, ouais, c'est un centre. Donc, c'est encore pire. Mais bon, on va lui donner ce crédit-là quand même, parce qu'il le tente, le contrôle orienté, il est bon. Il gagne son duel face à Vertonghen, et au final, ça lui permet d'avoir cette réussite-là. Donc, l'entrée est quand même bonne. Et pour revenir globalement sur le match, bah, j'ai pas été étonné en fait par la stratégie belge parce que finalement c'est un peu, je trouve la solution qu'il fallait, l'approche tactique qu'il fallait parce que quand tu te mets à défendre bas contre l'équipe de France, en règle générale, tu leur poses problème et on l'a vu encore une fois, on a du mal à se créer des occasions, à trouver nos attaquants, à avoir une certaine créativité. Donc ça a été très très poussif. Et puis ils ont compté sur la rapidité. On en parlait avec l'intervenant belge, je sais plus son nom, mais Nathan. on parlait, Nathan, voilà exactement, on parlait de ces clés-là qui pouvaient être la vitesse belge avec Openda, avec Bakayoko, avec Doku. Et de voir Openda finalement démarrer, bah, j'étais pas super étonné. Par contre, le voir côté droit, c'était assez étonnant. Et ne pas l'avoir vu du match, surtout, puisqu'on a découvert qu'il était titulaire à la 60e. Quand il est sorti, bah, c'était assez surprenant. Donc c'est dommage parce que l'approche, je pense pas qu'elle soit mauvaise, mais derrière, ça a manqué dans beaucoup de compartiments du jeu pour la Belgique.
Et puis, même le coach, j'ai trouvé les changements assez incompréhensibles. Il y a des joueurs, clairement, ils fonctionnent au statut. Et je trouve ça dommage parce qu'il y avait beaucoup de potentiel même sur le banc. Et finalement, bon, bah, ils sont un petit peu passés à côté de la rencontre. Mais pour l'équipe de France, tant mieux. Encore de la réussite. Et on continue notre petit bonhomme de chemin. Finalement, c'est un match classique de l'équipe de France en phase finale d'une grande compétition. Et réponds-moi à cette question, quand l'équipe de France marquera sur une action, sur une action de jeu, parce que là c'est une folie. Là, la chatte à Dédé, elle est bien grosse, hein. Bah, c'est compliqué hein, parce que tant qu'on a Marcus Thuram en pointe, je suis pas sûr qu'on encadre une. Mbappé, je pense qu'il peut retrouver un peu d'allant offensif et comment dire, devant le but, un peu plus de réussite, surtout qu'il va avoir normalement Cancelo sur son côté. Donc je pense que normalement, il y a de quoi faire offensivement, mais ça va être compliqué. Ça se trouve, on marquera toujours pas, hein. Peut-être que ça m'étonnerait pas qu'il y ait un 0-0 parce que le Portugal défend très très bien. C'est compliqué de le remarquer. On a vu Pep, 41 ans, mais toujours présent. Donc, ouais, ça défend bien. Nuno Mendes, j'en parle même pas sur son côté. Je pense que ça va être très, très compliqué, surtout si on a encore Antoine Griezmann. Donc, il se peut qu'on marque toujours pas et que peut-être on se qualifie au tir au but. Tir au but, après, il y a un très grand gardien en face, et ça, on y reviendra après avec Alexandre. Jordan, toi, t'en as pensé quoi du coup du Belgique-France? Classique, quoi. Oh C'était là, habituel des ouais, deux équipes. ouais, la classique des champs. Mais c'est vrai que, comme il a dit Recobas, moi je m'attendais à ça. On avait parlé dans la preview avec la Belgique. Pour moi, la Belgique, c'était un peu ce qu'elle devait faire. Même si j'ai été déçu dans les transitions. Au final, plein de fois au milieu de terrain, on se dit, ah, vas-y, ils vont lancer le compte. De Bruyne, il va trouver la place. Et la passe, il l'a jamais vraiment trouvé. Ils n'ont pas fait grand-chose. La Belgique, même si faut dire que la France, on est négatif dans le jeu, mais défensivement, ça tient la baraque, hein. Là, Saliba, il a fait un super match. Toute la défense a été très bonne, très bonne. Koundé aussi. Ouais, Koundé, Koundé. On a vu le match ensemble, c'est pour ça que j'en rigole, mais je fais ma propagande sur Koundé. Je trouve pas si dégueulasse latéral droit, je maintiens. Donc voilà, il a fait son bon match. Théo Hernandez aussi, il a fait 2-3 retours. Il y en a, je crois, sur Carrasco à un moment. Et Carrasco, je me dis là, c'est bon, il va marquer la classique 1-0 sur le contre et il fait un retour de fou furieux. Carrasco, quand c'est pas Ter Stegen, il marque pas, hein, Ouais, sache-le. mais Il marque ça pas j'ai Ter l'habitude. Stegen. Ça. Si c'était Ter Stegen, c'était entre les jambes. Bon, on connaît la classique. Mais du coup, l'équipe de France, ouais, qui avait le ballon, et on le savait, quand ils ont le ballon comme ça, il y avait un vrai manque de créativité. Toujours ce Griezmann qui est pas en forme. Je me souviens, surtout au début de match, j'ai câblé. Il faisait tellement d'erreurs. Il n'était pas juste, même si je sais pas pourquoi. Apparemment, il jouait complètement à droite. Bon, Ah, je pense que écoute, c'était pour bloquer Doku, mais ouais, le fait qu'il soit pas en forme, plus exilé côté ouais, droit, mais du coup, ouais, avec pas ballon, évident. c'était pas la zone où il est le meilleur. C'était compliqué. Écoute, moi je maintiens que la France, ça va être comme l'Angleterre, et ils vont jamais être impressionnants dans le jeu, et on verra qu'ils vont, enfin, ça peut être la potentielle finale. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter au vu du passif de l'équipe de France que dans le jeu il n'y a pas grand-chose? Ouais, d'accord, ils n'ont pas mis un seul but dans le jeu, mais on sait très bien qu'à un moment, j'ose espérer que ça va revenir, quoi. Même si effectivement, comme l'a dit Recoba, le Portugal derrière, c'est vachement solide. Donc, euh, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Il faut noter aussi que je crois, hein, je ne vais pas dire de bêtises, Rabiot sera suspendu. Je crois, Ouais, hein. ouais, Je dis ouais, pas ouais, de c'est ça. conneries. Et moi, j'ai envie de dire, peut-être que si Kamavinga il arrive, lui, il est un peu plus mobile. Peut-être qu'il va pouvoir réussir à trouver quelque chose, des petites passes un peu plus dans les intervalles. Ça peut être une solution. Parce que niveau créativité et finition pour l'équipe de France, c'était désastreux, quoi, vraiment. Et ça, de toute façon, c'est le problème qu'on dit depuis le début du tournoi, quoi. Ben, c'est un peu le même problème pour le Portugal. On passe à Alexandre. Zéro but marqué contre la Slovénie. Un 0-0 des famines. Vraiment, c'était assez compliqué. T'en as pensé quoi de ce match? Je pense que on sera tous à peu près d'accord de ton avis sur ce match. 0-0 et après un héros magique. Et on peut dire aussi comment dire, une action tragique de CR7 qui s'est rattrapé. Il a vraiment pris les cojones comme il les fallait. Et t'en as pensé quoi de ce match? J'ai bien aimé la première période. J'ai bien aimé la première période parce qu'on a eu une totale maîtrise, chose qu'on ne voyait pas du Portugal depuis beaucoup trop d'années.
Avec Fernando Santos, on ne maîtrisait rien. On ne savait pas attaquer, on ne savait pas défendre, à part en 2016. On ne savait pas faire des transitions offensives, on ne savait pas faire des transitions défensives. C'était compliqué. Là, au moins, on a une chose, c'est qu'on a le ballon, on a la maîtrise du ballon. On a des joueurs qui sont bien positionnés là où il faut, dans les espaces où il faut. On a des joueurs dans la largeur, on a des joueurs entre les lignes, on a des joueurs dans les demi-espaces. Ça joue pas à un rythme effréné, mais il y a une base déjà qui est mise en place par Roberto Martinez. Et ça, c'est déjà un point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'on ne concède quasiment pas d'occasion. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi, pour une équipe de football. C'est un bon point pour voir si une équipe est compétitive ou pas. On encaisse très peu d'occasions, on a un très bon contre-pressing, on joue haut, on presse bien, on réagit vite à la perte, et ça, c'est très très bien pour moi. Et ça, c'est ce qu'on a réussi à le faire lors de la première période contre la République tchèque, pendant tout le match contre la Turquie, moins contre la Géorgie, et lors de la première période contre la Slovénie, on a été très bon dans ce domaine-là, dans la réaction à la perte, dans l'utilisation des espaces avec le ballon. On a été plutôt bon pour la première période. Et ensuite, comme contre la République tchèque, plus rien. Une seconde période où tu presses un peu moins bien, où tu ressors un peu moins bien les ballons, où tu as moins de maîtrise, où les Slovènes prennent confiance, parce qu'on sait que dans ce genre d'équipe, lors de ce genre de rencontre, quand tu marques pas rapidement, contre une équipe qui défend très bas, qui défend bien dans sa surface, plus le temps passe, plus les minutes passent, plus ils vont prendre confiance, et mieux ils vont ressortir les ballons, les transitions offensives seront plus utiles pour eux. Nous, on va commencer à s'énerver, à paniquer, donc c'est tout à fait ce qu'on attendait. J'avais dit comme quoi que si on marquait pas rapidement, on allait souffrir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on ne marque pas. Et puis, il y a ce changement totalement ridicule de Roberto Martinez à la 65e, où il sort Vitinha, qui était l'homme de ton milieu, ton meilleur joueur du match, l'homme qui arrivait à te créer des passes entre les lignes, qui arrivait à te créer ces décalages-là. Tu le sors pour mettre Bruno Fernandes à sa place et Diogo Jota plus haut. Et à partir de la 105e minute, il n'y avait strictement plus rien. C'était d'un ennui terrible. On voyait le Portugal de Fernando Santos, où on faisait tourner le ballon, mais il n'y avait rien qui se passait. C'était horrible à voir, et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que Roberto Martinez a une lecture de jeu qui est totalement catastrophique. Il avait déjà pénalisé l'équipe avec ses changements lors de la République tchèque, contre la République tchèque, et là encore une fois contre la Slovénie, alors que tout se passait plutôt pas mal. Ces changements ont détruit le rythme de l'équipe et il s'est saboté tout seul. Donc 0-0, prolongation dans le même rythme que la seconde période, il n'y a strictement rien eu. Il y a ce penalty un peu inattendu qui arrive un peu pas contre le cours du jeu parce qu'on avait le ballon, mais un peu de nulle part. Ronaldo le loupe. C'est pas trop un problème parce qu'un penalty, tu peux le louper. C'est plus la réaction derrière qui me gêne. C'est un peu instabilité émotionnelle où tu dois quand même te contrôler et montrer que tu as confiance en tes capacités et qu'on va aller gagner ce match-là. Là, il s'est effondré comme on peut le voir durant toute la saison. On voit que émotionnellement, il est quand même, c'est compliqué pour lui depuis quelques années, ce qu'on peut comprendre. Et puis après, tu as ces pénaltys où là, oui, Ronaldo prend ses responsabilités. Et un Diogo Costa qui est juste énorme dans cet exercice-là. Pas choqué par ça, parce qu'il avait déjà l'année dernière, ou il y a 2 ans, arrêté 4-5 pénaltys en Ligue des Champions, notamment 2 de suite contre les Leverkusen de mémoire. Donc on savait que si nos joueurs étaient bons dans ce domaine-là, Diogo Costa peut arrêter au moins 1 ou 2, comme Maignan de l'autre côté d'ailleurs. Donc voilà, c'est un match un peu compliqué, comme lors de l'ensemble de ce début d'Euro. Et j'entends vous dire que oui, le Portugal défend bien. Oui, c'est très vrai, on défend bien contre les petites équipes, entre guillemets. Par contre, on n'a aucune idée de comment on défend contre les grosses équipes, parce que depuis 1 an et demi, depuis 18 mois, depuis l'arrivée de Roberto Martinez, on n'a affronté strictement aucune équipe qui avait le ballon. À chaque fois, c'est le Portugal. Voilà, on a affronté la Slovaquie, le Luxembourg, la Slovénie, la Suède, enfin voilà, des équipes où le Portugal avait la maîtrise du ballon, mais on ne sait pas comment on défend dans notre surface. Donc voilà, ça va être un premier test pour nous. Malheureusement, ça arrive en quart de finale directement. Donc voilà, on ne sait pas comment on va défendre face à une genre d'équipe qui peut nous mettre en difficulté, et il faudra répondre présent pour ce défi-là. Et mentalement, juste une petite question, mentalement, parce que Willou disait qu'il sentait l'équipe de France et le Portugal comme les 2 meilleures équipes mentalement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Comment tu sens toi le Portugal mentalement? Parce que moi, je les sens fébriles par moments quand ça ne tourne pas forcément bien. Et du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Je pense qu'on peut avoir une première élément de réponse avec justement Ronaldo. Je pense que Ronaldo a une surcharge émotionnelle qui est beaucoup trop importante quand tu es notre capitaine et que tu es censé être notre leader offensif. On l'a vu contre la Slovénie, dès qu'il loupait la moindre petite chose, qui n'était pas très grave, hein, une tête loupée parce que tu as une milieu trop rapide, ou je sais pas, il s'énervait, il balançait les bras, il avait les larmes aux yeux, enfin des choses que tu ne peux pas montrer à ce stade de ta carrière. Et en fait, j'ai l'impression que plus les matchs passent, plus il voit qu'il ne marque pas, et puis il s'énerve, et puis il dégage quelque chose qui n'est pas bon pour l'équipe. Donc tu as lui qui est émotionnellement qui est en train de flamber.
qui est en train de diminuer. Tu as Bruno Fernandes qui, émotionnellement, c'est pas non plus le mec le plus calme possible. Tu as trop de joueurs qui jouent avec beaucoup trop d'émotions. C'est bien, je dis pas qu'il faut être des robots. Il faut savoir aussi montrer ses émotions, mais quand c'est à l'excès, je pense que c'est négatif pour ton équipe. Donc voilà, je pense qu'émotionnellement, je ne sais pas si on sera prêt. Maintenant, il y a des Pépé aussi qui est capable de aujourd'hui. C'est grave de dire ça, enfin c'est grave de dire ça, surprenant de dire ça, mais lui, plus il vieillit, plus ça s'agit, plus il est calme. On n'a quasiment pas vu péter un câble depuis de nombreuses années. Donc je sais pas, j'ai hâte de voir ça. Par contre, j'espère qu'on aura un Portugal conquérant. On a trop tendance au Portugal d'être un peu fataliste. C'est un peu notre histoire, hein. C'est le fado, c'est le fatalisme portugais. Un peu, ok, on affronte l'équipe de France. On va encore perdre, c'est l'équipe de France. Non, j'espère qu'on jouera comme une grande équipe, comme une équipe qui veut gagner contre l'équipe de France, comme une équipe qui se sent capable de gagner contre cette équipe de France, qu'on n'ait pas peur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la France, il faut les respecter, parce que ça reste pour moi la meilleure équipe européenne. Mais il faut y aller, il faut les regarder droit dans les yeux. On n'a rien à envier à la France et il faudra jouer pour gagner. Ben là, tu as déjà avancé le step de la vidéo. C'était la question, c'était comment tu sentais ce 8e. Ben, tu nous l'as déjà dit. On peut passer à ce 8e. Jordan, je pense que Alex a tout dit sur le Portugal. Je pense que tu n'auras rien à rajouter. Ouais, on peut passer au match. Ouais. Même pour le match, on a eu le ressenti d'un Portugais de comment le match va être amené pour le Portugal. Tu nous parlais de tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que Ben nous avait parlé en phase de groupe. C'est en fait, le Portugal n'a jamais eu de vrai test. Et ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui peut jouer. Et là, tu arrives face à potentiellement la meilleure équipe d'Europe, voire au monde sur le papier. On parle pour l'instant sur le papier. Ça va être très, très compliqué. Mais mine de rien, j'ai l'impression que le Portugal et la France ont un peu les mêmes problèmes. Devant, il y a cette panne offensive, même s'il y a toutes ces frappes et tout. Derrière, c'est solide. Le milieu de terrain, il est régulièrement solide, hormis ce changement-là qui était assez bizarre, qui a été même la risée sur Twitter, comment tu peux faire sortir Vitinha. Mais bon, ça, c'est une autre question. On parle de Vitinha, on va passer à un Parisien. T'en as pensé quoi t'en penses quoi plutôt de ce 8e Portugal-France, Recoba? Je pense que le Portugal peut être un adversaire idéal pour l'équipe de France parce que Alex en parlait, c'est une équipe qui a beaucoup le ballon et d'ailleurs au niveau des stats, c'est l'équipe qui a le plus de possession même devant l'Espagne. Et ne pas avoir le ballon, c'est ce que veut Didier Deschamps et c'est ce qui nous rend plus fort de bien défendre. On sait souffrir, on sait garder notre cage inviolée. On a de quoi répondre, même s'il y a le réveil portugais avec Leao, Bernardo Silva ou Ronaldo. On a de quoi répondre défensivement, que ce soit Jules Koundé qui fait un top Euro et globalement une top saison pour cadrer Leao, sachant qu'il a bien cadré Doku. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense qu'il va devoir être aidé aussi. Je ne sais pas si on parlera à la compo, mais peut-être que Griezmann sera encore reconduit côté droit pour justement aider parce qu'il n'y a pas seulement Leao, mais il y a aussi Nuno Mendes, en parlant de Parisien, qui peut être très, très dangereux. Donc, je pense qu'on peut avoir les arguments défensivement pour cadrer s'il y a un réveil offensif côté portugais. Mais ouais, le fait de ne pas avoir le ballon, d'avoir une équipe qui va essayer de trouver des solutions, essayer de jouer, mais qui peut tomber face à un bloc français solide comme d'habitude, ça peut les frustrer. Il y a des joueurs, comme on parlait, notamment Alex, des émotions de certains joueurs qui peuvent péter un plomb. Et puis, il y a défensivement des joueurs qui, des fois, ont des sautes de concentration, que ce soit Nuno, des fois, dans son dos, mais surtout Cancelo. Et je pense que moi, le duel avec Cancelo, ça peut vraiment être une des clés parce qu'on l'a déjà vu dans les grands matchs. Cette saison, on l'a vu face au PSG. On l'a vu aussi lors du Classico. Cancelo, ça a été le point faible et celui qui a coûté début du côté du Barça sur la fin de saison. Donc, moi, je le sens plutôt bien, sincèrement, parce que je pense que ça peut être vraiment une équipe par son jeu qui nous correspond. Et sachant qu'en plus, ils ont des problèmes offensifs et que nous, on défend très bien, je pense vraiment que là-dessus, on a un avantage. Après, le Portugal, comme il l'a dit, doit venir pour jouer, pour gagner, ne pas être complexé. Et ça, je pense que le fait d'avoir gagné aussi face à l'équipe de France en 2016 fait qu'aujourd'hui, il y a plus complexe d'infériorité qu'il peut y avoir, notamment avec la Belgique qui ne nous a toujours pas battus. Et au final, eux, tu as vraiment l'impression, quand le match s'est fini, France-Belgique, tu ne les as pas forcément trouvés déçus. Tu avais l'impression qu'ils étaient fatalistes, que voilà, c'est l'équipe de France, comme d'hab, on a perdu, allez, on rentre à la maison. Et je pense que le Portugal, avec cette finale en 2016 et cette victoire, va aborder différemment ce match. C'est vrai, c'est exactement ça. Si vous voulez un peu les stats du match, du coup, il y a eu 28 matchs entre le Portugal et 28 matchs entre le Portugal et la France. Les stats sont quand même assez comment dire le score est énorme quoi. Il y a 19 victoires pour la France, 6 pour le Portugal.
3 matchs nuls. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que, hormis le match nul de 2020 qu'il y a eu entre la France et le Portugal, en fait, généralement, quand les deux s'affrontent, ben, l'un des deux remporte l'Euro. C'est-à-dire la France a battu le Portugal en 84, ils ont gagné l'Euro, ils les ont battus en 2000, ils ont gagné l'Euro, et le Portugal a gagné, je pense, le match le plus important de son histoire face à la France, ils ont gagné l'Euro. Voilà, C'est Belle stat, final, quoi, en gros. belle stat. Et d'ailleurs, si c'est tu rajoutes même les confrontations en Coupe du Monde, à chaque fois, c'est ultra serré, hein. C'est toujours des victoires 1-0, 2-1, prolongation, tir au but. À chaque fois, c'est très, très, très serré. Donc, je ne sais pas si je vous ai donné une petite stat qui peut vous rendre confiant pour la suite de la compétition, pour celui qui va se qualifier. Mais bon, il était assez sympa, 84, 2000, 2016, hormis le match nul en 2020. Je la trouvais assez sympa. Et toi, du coup, Jordan, t'en penses quoi de ce 8e? Et en plus, tu peux même conclure avec ton prono. Alors, le prono, je vais me laisser le temps de blablater pour le réfléchir. Parce que celui-là, je ne l'ai pas trouvé encore, mais comme il a dit Rekova, c'est vrai que ça peut être encore une adversité qui favorise la France. Et en fait, si on a de nouveau une équipe du Portugal qui va prendre le jeu à son compte et jouer face à une équipe qui va jouer de la France assez recroquevillée et qui va compter sur sa défense, qui est en plus vachement solide, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, contre le Portugal, je les ai vus jouer contre la République tchèque, la Slovénie, à chaque fois ils sont tombés sur un bloc bas, je les trouve. Ça m'a vraiment sauté aux yeux. Ça manque parfois d'idées. Je trouve que, en fait, l'idée, c'est on donne à Léao. Léao, il passe. Sur les matchs-là, il est passé quasiment tout le temps. Il centre, et soit son centre, il est loupé, soit, en fait, le jeu, c'est aller chercher une tête de CR7 contre la Slovénie. Je sais pas, en tout cas, c'est une image qui me restait en tête. J'ai l'impression qu'il y avait énormément de centres sur Ronaldo pour chercher son jeu de tête, qui est, OK, un de ses points forts. Mais à chaque fois, en plus, le défenseur slovène était dessus. Donc, j'ai peur qu'à un moment, et en plus les minutes passent, moins ils vont être inspirés. Va falloir qu'un joueur comme Bernardo Silva et Bruno Fernandes, en fait, il faudrait qu'ils trouvent les petits espaces, les petits trucs un peu plus créatifs, un peu qui déstabilisent et pas avoir un jeu assez stéréotypé. J'ai pas tout le match en tête, mais en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que ça m'a sauté aux yeux contre la Slovénie. Et donc, j'ai assez peur de ça. Et on sait que dans le jeu aérien, par exemple, un joueur comme Saliba reste assez solide. Il peut essayer de faire un peu une individuelle sur CR7, sur tous les centres et essayer de le contrer là-dessus. Donc, ça me paraît compliqué. Et comme il a dit, en fait, et là, il y a un gros point faible côté portugais. En tout cas, si on suit la tendance, moi, je suis supporter du Barça. Je l'ai bien vu, c'est Cancelo, quoi. Cancelo, offensivement, encore contre la Slovénie, en plus en deuxième mi-temps, j'ai trouvé il a fait des choses vraiment intéressantes, mais c'est vrai que défensivement, il peut se faire fumer. En plus, sur le côté, s'il a du coup Mbappé qui lui met le feu d'un côté, si Mbappé se donne enfin l'idée de vas-y, je reprends enfin la profondeur et j'arrête de jouer le meneur de jeu qui demande que dans les pieds, ça peut faire une différence. S'il y a un appel tranchant à un moment en transition, comme espère un peu la France, Mbappé qui va tout droit et je sais pas, quand c'est là, au moins, son cerveau, il se déconnecte, il fait faute, penalty, et voilà, ça on l'a vu, c'est ce qu'il avait fait contre Dembélé, contre le Barça, donc ça peut être un point faible. Donc c'est pour ça que finalement encore la France, elle peut s'en sortir un peu en faisant un match de nouveau un peu dégueulasse, en essayant de défendre et en trouvant des transitions. C'est un peu comme ça que je le vois. Après, le Portugal a vraiment les joueurs qui peuvent enfin trouver quelque chose de plus créatif. En fait, pour moi, c'est Bernardo Silva et Bruno qui doivent essayer ou même Vitinha qui doit essayer de trouver cette passe, trouver un peu plus des combinaisons dans les petits espaces pour éviter d'être stéréotypé et jouer avec beaucoup de centres. Donc c'est pour ça que, en disant tout ça, j'ai réfléchi. Une victoire assez courte de la France. Allez, quand même un match, parce que c'était quand même, là sur les huitièmes de finale, c'est quand même la journée, il y a eu 2 matchs en même temps. Bon, c'est un peu ennuyé, donc essayons de voir des buts, disons 2-1 pour la France. 2-1, Alexandre, tu peux le contrer si tu veux et me donner ton pronostic pour le match. Forcément, je suis portugais, donc ça va être compliqué pour moi de pronostiquer la France, surtout quand je suis de la génération 2000, 2004, 2006, et enfin 2006 quand on a affronté la France en demi-finale à chaque fois, où ça se joue à des pénaltys ou autre. Donc je ne serai jamais confiant contre la France parce que ça reste une équipe, ça reste notre rival sportif et tu l'as bien dit, on a la majorité du temps perdu contre la France. Maintenant, je pense qu'il y a eu un vrai tournant depuis 2016. On a vu notamment contre les matchs avec Ligue des Nations, etc., à l'Euro 2020, où là, on ne perd pas.
On sent vraiment qu'on commence à ne plus trop craindre la France. Maintenant, moi, oui, ce que je redoute, c'est vraiment la solidité française, défensive française. J'ai l'impression que Deschamps a compris, en fait, enfin, compris. Ça fait longtemps qu'il a compris, mais que c'est vrai que c'est ennuyant à regarder, mais il a compris qu'en sélection, si tu défends très, très bien et qu'avec le potentiel que tu as devant, tu vas marquer facilement un but au moins, tu gagnes généralement les compétitions parce que voilà, c'est des matchs sur 90 minutes, il n'y a pas de match aller-retour. Si tu prends pas de but, t'en mets un, c'est fini, 1-0, tu passes et il a gagné. Voilà, le bilan est là. Hein, c'est demi-finaliste, enfin c'est finaliste en 2016, Coupe du Monde en 2018, finaliste en 2022. Voilà, je pense que c'est ça que je redoute vraiment, c'est la solidité française. Je ne sais pas comment le Portugal va réagir à ça face à une équipe qui peut aussi très bien transiter. Le Portugal, voilà, on l'a vu contre la Slovénie, contre la République tchèque, c'est compliqué contre les blocs bas. Et moi, ce que je regrette, c'est que ça fait 18 mois qu'on joue contre des blocs bas. Alors oui, c'est bien beau, hein, contre le Luxembourg, contre la Slovaquie, etc., de gagner 6-0, Liechtenstein 6-0. Mais dès que tu vois qu'il y a un bloc bas qui défend bien, en plus, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc j'espère que le Portugal gagnera 1-0. Je pense que le Portugal est capable, enfin 1-0. Je pense que le Portugal est capable de marquer au moins un but. Maintenant, est-ce qu'ils sont capables de ne pas en concéder? Je ne sais pas. Je ne vois pas un score fleuve. Je ne vois pas énormément de buts dans ce match-là. Mais j'espère que le Portugal répondra présent. Je pense qu'on est capable de répondre présent dans ce match-là. Je pense que les joueurs vont devoir élever leur niveau de jeu. Tu l'as bien dit avec Bruno Fernandes et Bernardo qui doivent élever leur niveau de jeu. Par contre, c'est les seuls, les cadres qui répondent pas présent. Même si Ronaldo, j'ai été déçu par le niveau de jeu de Ronaldo contre la Géorgie et contre la Slovénie. Mais Bruno Fernandes fait un début de compétition qui est dégueulasse, qui n'est pas bon du tout, alors que c'était notre meilleur joueur pendant 18 mois. Bernardo, compliqué, très compliqué, notamment lors des 2 premiers matchs. Là, ça va un peu mieux depuis qu'il est vraiment côté gauche. Il y a une très bonne connexion avec Cancelo parce qu'ils se connaissent par cœur. Notre côté droit est vraiment le point fort collectif, on va dire, parce que les deux se connaissent par cœur. Ils arrivent à trouver des bonnes lignes de passe, à bien combiner. Notre côté gauche, c'est un peu plus de percée, de côté plus individualiste avec Léon et Nuno Mendes qui partent de plus loin et qui arrivent à faire des différences balles au pied, alors que le côté droit, c'est plus des combinaisons. Donc moi, je compte sur eux, je compte sur nos joueurs qui répondent présents, qui prennent enfin leurs responsabilités, qu'on arrête de compter que sur Ronaldo, parce que Ronaldo a 39 ans, c'est pas lui qui va nous faire gagner l'équipe, il va tout faire tout seul. Et surtout se cacher derrière l'excuse. Ça, c'est quelque chose qu'on avait révélé dans la vidéo, c'est en fait Bruno Fernandes et Bernardo Silva. En fait, ils se cachent énormément dans CR7, c'est-à-dire on fait un sale match, mais c'est CR7 qui va prendre. C'est toujours comme ça. Et mine de rien, des fois, on a l'impression que Bruno, en fait, il attend que CR7 parte pour se lâcher. Et c'est quelque chose qui, dans la communauté portugaise, ce que je vois sur Twitter et ce qu'on m'a dit, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché à ces deux joueurs. On sait que Bernardo, oui, il a pris le trophée d'homme du match, mais bon, son match, voilà, quoi. Comme tu as dit, comme Jordan aussi a dit, ça manque de risque. Ces passes-là qu'on attend d'eux, ils les font pas, ces efforts-là. C'est assez compliqué. Du coup, puis ils se marchent un peu dessus, hein. Ils ont un peu le même profil, Bruno et Bernardo Silva. C'est des joueurs qui jouent un peu dans le demi-espace, qui ont besoin d'avoir le jeu devant eux, qui ont besoin d'avoir du mouvement aussi autour d'eux. C'est pour ça que ça marche bien avec Cancelo, parce qu'au moins ça vient, ça dédouble. Et puis par moment, ouais, c'est un peu stéréotypé, ça joue un peu trop sur CR7. Il vampirise un peu le jeu, je trouve, où tu es sans arrêt en train de le chercher lui. Un Léao qui déborde, il va tout de suite regarder où est-ce qu'il est lui, au lieu de peut-être regarder un peu plus en retrait. Tu as un Vitinha qui peut arriver ou un Bruno. Donc c'est vrai que c'est assez stéréotypé. Et puis c'est surtout Bruno et Bernardo qui vont devoir aussi définir bien les rôles et ne pas se marcher dessus, jouer de la même manière. Et ce qui peut être dangereux aussi côté droit, c'est les montées de Cancelo, parce que justement, on a un Bernardo qui rentre, qui colle pas la ligne, donc il y a un Cancelo qui vient apporter offensivement, et ça, attention dans les transitions défensives, de bien se replier pour le Portugal, parce que ça pourrait coûter cher, parce que on aime bien quand on a de l'espace, surtout avec Mbappé côté gauche, s'il se remet à courir. Mais en tout cas, c'est sûr que le Portugal a clairement les joueurs pour. Je pense qu'on le pronostique de notre côté parce qu'on est français. Mais sincèrement, ce match, pour moi, c'est un 50-50 et je crains vraiment le Portugal. Tu peux nous donner en plus. Tu ne nous l'as pas donné encore. Je vais dire une victoire peut-être en prolongation, 1-0. Ce sera peut-être un petit 1-0 ou au tir au but. Mais même au tir au but, je pense qu'ils ont des meilleurs tireurs que nous. Au niveau du gardien, je pense que c'est kiff-kiff. Mais au niveau des tireurs, je pense qu'ils ont des meilleurs tireurs que nous. Tu voulais rajouter quelque chose, Alexandre ? Non, juste totalement la synergie entre Bruno Fernandes, Bernardo et Ronaldo est compliquée. C'est pour ça que moi,
Je pense que j'ai toujours dit qu'on allait faire un bel Euro parce que je sais que Roberto Martinez, sur les premières années, à chaque fois, que ce soit avec Swansea, avec Everton, etc., avec la Belgique, il fait des bonnes choses. C'est après que ça se complique. Je pense qu'après, il n'arrive pas à se renouveler et qu'il n'arrive pas à renouveler l'effectif. Mais je pense que je savais qu'on pouvait faire un très bel Euro 2024, pardon. En fait, il n'a jamais trouvé cette connexion collective parce que Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo, ça n'a jamais quasiment marché en fait parce que tu as un Ronaldo qui pense encore capable de tout faire dans cette équipe, qui pense encore être le meilleur joueur du monde et qui pense qu'il doit venir décrocher à chaque fois au lieu de rester dans la surface. Tu as un Bruno Fernandes qui, dès qu'il joue avec Ronaldo, j'ai l'impression que vu que c'est son idole, il veut absolument lui faire la passe, ou bien il a peur de jouer, je sais pas, il joue plus du tout avec la même personnalité qu'il joue quand il n'est pas là. Et Bernardo Silva qui est juste un mec mignon, qui voilà, comme il a grandi, c'est un 94, donc il a grandi avec Ronaldo, et donc ça manque de personnalité. Pareil, il faut lui donner le ballon, etc. C'est pour ça que le Portugal joue toujours mieux quand Ronaldo n'est pas là. Alors je ne sais pas si le Portugal est meilleur quand Ronaldo n'est pas là, parce que ça reste Ronaldo, ça reste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, surtout dans la surface. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il n'est pas là, les joueurs sont plus libérés. Je ne dis pas que c'est la faute à Ronaldo, il a sa part de responsabilité. Les autres doivent aussi montrer plus de personnalité. Mais en tout cas, c'est sûr que les trois ensemble, c'est compliqué parce que ils se tirent pas les uns vers les autres vers le haut. Au contraire, les autres, j'ai l'impression que tout le monde se bride et ça donne cet aspect offensif qui est quand même assez, je dirais pas ennuyeux, mais pas si compétent par rapport à ce qu'il y a sur le papier. Et t'en penses quoi de Ronaldo qui joue les 4 matchs, juste rapidement, qui joue 120 minutes, qui joue tous les matchs, même le 3e? Ça me dépasse. Moi, encore une fois, je l'avais dit comme quoi, le voir dans le groupe, dans l'effectif des 26, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que ça reste Ronaldo, ça reste notre meilleur joueur, c'est une légende du football portugais, une légende du football, notre meilleur joueur de l'histoire, c'est lui qui nous a mis sur la carte du monde quasiment, donc je peux pas ne pas en vouloir dans le groupe. Par contre, ce que j'aurais aimé, mais bon, ça c'est le côté naïf, hein, je savais très bien que ça allait se passer comme ça, j'aurais aimé que lui-même prenne ses responsabilités et dise, bon voilà, j'ai 39 ans, je joue en Arabie Saoudite avec un championnat un peu moins compétitif, le rythme est moins élevé, bon, je vais laisser ma place à peu près, pas tous les matchs, mais il y a des matchs qu'on voit contre la République tchèque qui peut jouer, ça ne me dérange pas, mais il y a des matchs où, quand le rythme est plus compliqué, laisse ta place, garçon, c'est bon. Tu as très bien vu qu'avec Gonzalo Ramos, était capable de te remplacer sur un match. Tu as Diogo Jota qui reste comme un très bon joueur quand il est efficace devant. Je pense qu'aujourd'hui, Ronaldo doit être capable de se dire, voilà, je ne joue plus tous les matchs 90 minutes, 120 minutes, tous les 4 jours. Le voir jouer titulaire de temps en temps, c'est pas quelque chose qui me dérange. Tous les matchs 90 minutes, voire 120 minutes, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais bon, je ne suis pas surpris de Roberto Martinez, il a fait comme ça avec la Belgique. Et ce qui me déçoit, c'est que si Ronaldo décide d'aller jusqu'en 2026, il jouera encore en 2026. Et c'est Ronaldo qui décidera quand est-ce qu'il doit arrêter. Or, au bout d'un moment, il faut prendre les taureaux par les cornes et anticiper l'avenir et se dire que non, c'est pas toi qui décides, merci pour tout. Mais aujourd'hui, si le Portugal doit être plus compétitif sans Ronaldo, on doit jouer sans Ronaldo. Mais malheureusement, c'est Ronaldo qui décide et écoute, j'espère qu'il nous fera gagner l'Euro et la Coupe du Monde, mais j'ai quelques doutes. Je pense qu'il ne reste plus que mon prono. La vidéo a duré vraiment énormément de temps. Je ne pensais pas qu'elle allait durer autant, mais après le match et les invités sont cool. Surtout qu'il y a une preview là, vraiment dans 1 minute. Hein. De base, on devait commencer à pile, il est 19h20 à cause d'un élément perturbateur, un élève qui arrive en retard. Mais c'est pas grave, j'ai donné juste mon prono. Et après, ils se battront eux en commentaire. Moi, je dis 1-1 et ça va au pénalty. Après, vous choisissez vous qui gagne. Moi, je me vais pas se mouiller. Tant que CR7 marque sans pénalty, moi, ça me va. Et après, tout le monde, vous me donnez votre prono du match. Et vous me donnez aussi le vainqueur de mon pronostic à moi. 1-1, match... Je pense que ça va être un match assez poussif. Hein. Ça s'est vu avec les deux nations. C'est assez poussif. Ça va être un peu du même type que contre la Belgique pour la France et comme la Slovénie pour le Portugal. Bon, Jordan, nous, on se retrouve dans quelques minutes. Du coup, merci pour ta présence. Voilà. Merci à toi, Recoba, d'être venu. Et comme d'hab, je dis ça à tout le monde. On se retrouve au prochain tour. Pour l'instant, ça a payé. Ouais, avec plaisir, merci. Et puis, ouais, j'espère être là, j'espère avoir ton petit DM sur Twitter. Ce sera bon signe. Voilà, et du coup, merci Alexandre pour ta première. C'était vraiment cool. Les analyses ont été très pertinentes et je pense qu'on s'est tous régalés grâce à tes connaissances et ta capacité sur le football portugais. Et merci énormément. Merci à vous pour l'invitation. C'était un vrai plaisir de partager ce moment-là et parler foot avec vous. C'est normal. Et du coup, Jordan, on se retrouve pour Suisse-Angleterre.
Ciao les gars. Bon, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. It's not a game, it's a rich thing.